All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yeah, thank you very much. Good afternoon. Bonjour à tous. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire. Le greffier d'audience. Bonjour, Monsieur le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire. Affaire le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blewoodé. Référence de l'affaire ICC 0211 0115. Nous sommes en audience publique. Le Président, merci beaucoup. Donc, je suis Piotr Hofmanski, juge président pour cet appel au A10 dans l'affaire le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blewoodé. Les autres juges de la chambre d'appel en l'espèce sont mesdames les juges Kuniko Ozaki et Sanjim Damsomono Monaghan et messieurs les juges Howard Morrison et Chong Ho Chung. Je suis accompagné aujourd'hui des juristes de la division des appels, messieurs Dragan Djukic et Andoni Abato, et mesdames Nora Godkin et Jessica Protskos. Puis-je demander aux parties et participants de se présenter pour le compte-rendu? Et nous allons commencer par le bureau du procureur. Madame Brady. Bonjour, Monsieur le Président. Reinhold Goldmetzer et Melissa Pack sont avec moi, ainsi que Métia Acosti, et je suis Hélène Brady, conseil pour les appels. La défense de M. Gbagbo maintenant, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à côté de moi, Madame Baron, qui est co-conseil, le professeur Jacobs, et derrière moi, Madame Le Guenec, Madame Bobtansky et Madame Bolo. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, avocat du président Gbagbo. Thank you. And Question, merci. Les représentants légaux des victimes, s'il vous plaît, Madame Massida. Bonjour, Monsieur le Président. Les victimes participant à l'affaire sont représentées aujourd'hui par Maître Enrique Carnero-Royo, Madame Ludovica Vetruccio et moi-même, Maître Massida. Le Président, je vous remercie. Donc, la Chambre d'appel va rendre son arrêt relatif à l'appel interjeté par M. Gbagbo contre la décision de la Chambre de première instance 1, intitulée Décision sur la détention de M. Gbagbo, rendue le 10 mars 2017. Lors du prononcé de ce résumé, j'appellerai cette décision la décision attaquée. Je vais maintenant résumer l'arrêt de la Chambre d'appel et qui a été pris à l'unanimité. Le résumé ne fait pas partie du jugement écrit et seul fait autorité la décision que l'on trouve consignée dans l'arrêt et non dans ce résumé, en ce qui concerne les raisons qui le motivent aussi. Le texte de l'arrêt rendu sera rendu à disposition pour les parties et participants à la sortie de cette audience consacrée au prononcement de cet appel et sera rendu à la fois public et confidentiel. Donc, rappel de la procédure. Monsieur Gbagbo a été placé en détention depuis sa remise à la Cour le 30 novembre 2011. Le 6 décembre 2016, la Chambre de première instance a demandé aux parties de déposer leurs arguments aux fins de l'article 60, paragraphe 3 du statut, concernant l'évolution des circonstances depuis la dernière décision de la Chambre lors de son réexamen de la détention de M. Gbagbo. Après avoir reçu les différentes écritures sur la mise en liberté provisoire, tout d'abord de l'accusation des victimes participant à la procédure et de M. Gbagbo le 3 février 2017, la Chambre des premières instances a rendu la décision attaquée le 10 mars 2017, par laquelle M. Gbagbo devait rester en détention. Le 20 mars 2017, M. Gbagbo a déposé son mémoire à l'appui de son appel et le 27 mars 2017,
le procureur et les victimes participant au procès ont respectivement déposé leurs réponses. Je vais maintenant aborder le fond de l'appel. Abordons d'abord les premiers et troisième moyens d'appel de M. Gbagbo, étant donné qu'ils sont liés. Ensuite, je parlerai des quatrième et cinquième moyens, étant donné qu'ils portent tous deux sur les constatations de la Chambre de première instance concernant les motifs de la détention. Et ensuite, je finirai avec le deuxième moyen d'appel. Dans son premier moyen d'appel, M. Gbagbo allègue que le refus de la majorité d'examiner les arguments de la défense constitue une erreur de droit. Plus précisément, il fait valoir que ces arguments n'étaient pas la répétition d'arguments déjà présentés devant la Chambre de première instance, mais étayer la non-existence à l'heure actuelle d'un réseau de supporters pro-Gbagbo. Dans son troisième moyen d'appel, M. Gbagbo, pour l'essentiel, conteste la constatation de la Chambre de première instance sur l'existence d'un réseau de supporters et présente d'ailleurs trois arguments à l'appui de ce moyen. Tout d'abord, premièrement, que la Chambre de première instance n'a pas donné d'indication concernant la structure de ce réseau de supporters pro-Gbagbo ni l'identité de ses membres. Deuxièmement, la Chambre de première instance n'a pas donné la moindre information sur les ressources dont disposerait ce réseau. Et troisièmement, la Chambre de première instance ne se fonde sur aucun élément quand elle avance que les membres du réseau ont l'intention d'aider M. Gbagbo à échapper à la justice. Alors, en ce qui concerne le premier moyen d'appel, la Chambre d'appel fait tout d'abord remarquer que M. Gbagbo n'a pas expressément présenté ces nouveaux arguments que la Chambre de première instance aurait négligé de prendre en compte. Et que la Chambre de première instance a bel et bien pris en compte les arguments du procureur et de M. Gbagbo visant à déterminer si ce réseau était encore opérationnel. La Chambre de première instance était donc en droit de ne pas répondre aux arguments qu'elle considérait comme répétitifs et qui avaient déjà fait l'objet de décisions précédentes. La Chambre d'appel considère donc que M. Gbagbo n'avait pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en ne prenant pas en compte ses arguments sur le réseau. Passons maintenant au troisième moyen d'appel. La Chambre d'appel rappelle que la décision attaquée a été prise en application de l'article 60, paragraphe 3 du statut. Une chambre qui procède à l'examen périodique d'une décision de maintien en détention en application de cette disposition doit se référer à la décision de maintien en détention afin de déterminer s'il y a eu une évolution dans les circonstances l'ayant motivée. La chambre doit aussi déterminer s'il existe des circonstances nouvelles ayant une incidence sur les conditions énoncées à l'article 58.1 du statut. L'essentiel est que la Chambre soit convaincue, lorsqu'elle rend sa décision sur son réexamen du maintien en détention, qu'il reste des motifs justifiant le dit maintien. La Chambre d'appel fait valoir que la décision de départ sur le maintien en détention, ainsi que les détentions subséquentes lors de différents réexamens du maintien en détention rendus au titre de l'article 60, paragraphe 3 du statut, contiennent des constatations sur l'organisation et les ressources dont disposent les supporters pro-Gbagbo et sur les ressources dont dispose M. Gbagbo lui-même. Comme cela est résumé dans le droit applicable mentionné précédemment, la Chambre de première instance a donc dû, dans sa décision attaquée, répondre à la question d'une éventuelle évolution des circonstances et, ce faisant, se convaincre donc que les fondements sur lesquels elle s'était appuyée pour rendre ces décisions étaient encore valables lors du nouvel examen. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance s'est correctement acquittée de sa mission de réexamen en concluant que sur la base des arguments qui lui avaient été présentés, les circonstances n'avaient pas suffisamment évolué
pour justifier une libération de M. Gbagbo. Certes, la Chambre de première instance aurait dû être plus explicite lorsqu'elle s'est référée aux éléments qu'elle a considérés comme étayant sa décision. Et d'ailleurs, cela est abordé plus en détail dans l'arrêt. Et dans ses décisions futures, la Chambre de première instance devra donc être plus explicite. Cette Chambre de première instance a quand même fait précisément référence aux nouvelles informations dont elle disposait avant de rendre sa décision. De plus, la Chambre de première instance a correctement évalué, au vu de ses constatations antérieures étayant sa décision sur la détention et les nouveaux éléments présentés par le procureur, que la possibilité que les membres du réseau de supporters enfreignent la loi perdurait. La Chambre d'appel considère donc que M. Gbagbo n'a pas établi le caractère déraisonnable de ces constatations. La Chambre d'appel rejette donc les arguments de M. Gbagbo présentés au titre des 3e et 1er moyens d'appel. Au titre de son 4e moyen d'appel, M. Gbagbo avance que la majorité de la Chambre a commis une erreur en refusant de prendre en compte son âge et son état de santé pour déterminer s'il devait être mis en liberté. En ce qui concerne l'âge, la Chambre d'appel fait remarquer qu'en soi, l'âge avancé d'une personne ne signifie pas, per se, que cette personne ne pose pas de risque de fuite ou de risque d'entrave à la procédure. Néanmoins, sans pour avoir objectif d'énumérer toutes les circonstances où l'âge pourrait entrer en ligne de compte dans une décision portant sur une mise en liberté provisoire, la Chambre d'appel considère que l'âge est plus un facteur qui, en association avec d'autres, pourrait potentiellement pencher en faveur d'une libération, plutôt qu'un facteur qui pourrait motiver une intention de fuir. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur. S'agissant de l'argument de M. Gbagbo selon lequel la Chambre de première instance a refusé de prendre en compte son état de santé, la Chambre d'appel réitère que, en la présente affaire, elle a déjà examiné comment ces questions liées à l'état de santé d'un détenu pouvaient avoir un impact sur une décision de mise en liberté provisoire. Elle a déclaré que l'état de santé d'une personne détenue pouvait avoir un effet sur les risques visés à l'article 58.1b du statut, par exemple, sur sa capacité à se soustraire à la justice en réduisant ses risques potentiellement à néant. La Chambre d'appel observe qu'il ne semble pas que l'on ait pris aucune considération du dossier médical de M. Gbagbo depuis la 3e décision relative à son maintien en détention. Pour cette raison et pour les autres raisons détaillées dans la version confidentielle de cet arrêt, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur en n'examinant pas le fait de savoir s'il y avait eu un changement de circonstances qui pouvait avoir une influence sur les risques énumérés à l'article 58.1b. Dans son 5e moyen d'appel, M. Gbagbo fait valoir que la Chambre a commis une erreur de droit en fondant son maintien en détention sur sa conviction que M. Gbagbo serait clairement incité à se soustraire à la justice, étant donné la gravité des charges qui pèsent contre lui et le fait que l'accusé nie cette responsabilité. M. Gbagbo fait valoir également que le fait que la Chambre de première instance ait considéré son rejet de toute responsabilité comme étant une raison plaidante en faveur de sa détention équivaut à une violation du principe de la présomption d'innocence et de ses droits à se défendre.
S'agissant des arguments de M. Gbagbo concernant l'évaluation faite par la Chambre de première instance de la gravité des charges, la Chambre d'appel réitère dans des décisions précédentes faisant jurisprudence que la Chambre d'appel a déclaré que la gravité des charges et l'attente en résultant d'une condamnation à une peine de prison longue sont des facteurs effectivement pertinents pour les décisions en matière de remise en liberté provisoire. Ce qui est important, c'est de déterminer si un facteur donné existe bien par rapport à une personne détenue en particulier. Que les charges qui pèsent sur certains ou surtout les suspects devant la Cour n'a pas de pertinence. En effet, même si cela devait être le cas, cela n'empêche pas que les charges qui pèsent contre M. Gbagbo sont graves. La Chambre de première instance, à cet égard, n'a pas commis d'erreur en droit. S'agissant des arguments de M. Gbagbo relatifs à la référence faite par la Chambre de première instance au fait qu'il rejette toute responsabilité, cependant, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur. Au titre de l'article 66 du statut, M. Gbagbo doit bénéficier de la présomption d'innocence. Et au titre de l'article 67.1g du statut, M. Gbagbo jouit du droit de ne pas être contraint à déposer ou à plaider coupable. Il peut garder le silence sans que ce silence puisse être pris en compte pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. Comme le soutient M. Gbagbo, prendre en considération le fait que la personne rejette toute responsabilité dans les charges qui pèsent contre elle, comme un facteur plaidant en faveur de la détention, placerait indéniablement les personnes détenues dans une situation paradoxale. Elles pourraient soit décider de maintenir qu'elles sont innocentes, ce qui pourrait être pris en considération comme un facteur plaidant en faveur de la détention, ou accepter la responsabilité des crimes qui leur seront reprochés, ce qui, selon toute probabilité, pourrait être considéré comme un facteur en faveur de la détention. La Chambre d'appel estime que personne ne devrait être contraint d'admettre sa responsabilité afin d'obtenir une mise en liberté provisoire. La Chambre d'appel constate par conséquent que la Chambre de première instance a commis une erreur. J'en arrive maintenant au deuxième moyen d'appel de M. Gbagbo, par lequel il affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération le temps qu'il a passé en détention avant le procès pour déterminer s'il y avait eu une évolution des circonstances au sens de l'article 60, paragraphe 3 du statut. La Chambre d'appel réitère qu'elle a affirmé dans un arrêt précédent que la période de temps passée en considération ne saurait être considérée comme un changement de circonstance en tant que tel au sens de l'article 60, paragraphe 3 du statut. Néanmoins, dans le même arrêt, la Chambre d'appel poursuit en disant que, à la lumière de principes reconnus des droits de l'homme, la durée du temps passé en détention avant le procès est un facteur qui doit être pris en considération en même temps que les risques qui sont réexaminés au titre de l'article 60, paragraphe 3 du statut, lorsqu'il s'agit de déterminer, tous les facteurs étant par ailleurs pris en compte, si la levée de la détention est raisonnable et si la personne doit être remise en liberté. La Chambre d'appel observe que, tel qu'il est indiqué dans l'arrêt, la Chambre de première instance n'a pas examiné la question de la durée de la détention de M. Gbagbo dans la décision contestée. La Chambre d'appel réitère également que M. Gbagbo est détenu depuis le 30 novembre 2011, que le procès a commencé le 28 janvier 2016 et que le procureur est encore en train de présenter sa preuve.
Dans de telles circonstances, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance aurait dû prendre en considération la durée du maintien en détention de M. Gbagbo ainsi que les risques examinés et qu'elle aurait dû déterminer tout facteur considéré si le maintien en détention de M. Gbagbo continuait d'être raisonnable. La Chambre d'appel conclut par conséquent que la Chambre de première instance a commis une erreur. En conclusion, la Chambre d'appel considère que les erreurs citées ci-dessus entachent sérieusement la décision contestée. À la lumière de ces erreurs, la Chambre d'appel décide de renverser la décision contestée et demande à la Chambre de première instance de procéder à un nouveau réexamen du maintien en détention de M. Gbagbo, ou bien si ce dernier doit être remis en liberté avec ou sans condition. Tant que cette question n'est pas tranchée, M. Gbagbo demeurera en détention. En prenant cette décision, la Chambre d'appel insiste sur le fait qu'elle ne fait aucune suggestion quant à l'issue du réexamen qui sera effectué par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel ne doit pas examiner les arguments de M. Gbagbo relatifs à sa mise en liberté conditionnelle, y compris la question de savoir si son état de santé pourrait avoir un lien avec sa mise en liberté conditionnelle et sur la manière dont la Chambre de première instance a refusé de prendre en considération la possibilité d'une mise en liberté conditionnelle. Ceci parce que ce n'est qu'une fois que la question de la nécessité ou non de son maintien en détention aura été tranchée que l'on pourra prendre cette décision. Ceci conclut mon résumé de l'arrêt. Je remercie les interprètes, les sténotypistes, les parties et les participants. La séance est levée. Veuillez vous lever.